De retour sur le plateau, 50 bonjours se poursuit. Alain Chama, vous êtes déjà là. Il est acteur politique, mais également avocat. Comme vous le lisez certainement sur la thématique, on parle de la sécurité dans l'Est, la levée de l'état de siège, et après, nous évoquerons également toutes les autres questions qui tournent autour de cette thématique principale. Alain Chama, vous, merci d'être là. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère, c'est ravi d'être ici dans ces cadres, dans ces beaux cadres. J'encourage l'initiateur, je vous félicite aussi comme jeune. Je vous ai toujours suivi et rassurez-vous que je suis votre fan. Oh là là, merci, j'en suis honoré, Moukouba. J'en suis honoré en tout cas, merci de me le dire comme ça. Alors, vous, aujourd'hui, on vous prend comme acteur politique, c'est vrai, vous êtes avocat, je ne vais pas revenir sur le tout des derniers dossiers que vous traitez devant les juges, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et salive, on va mettre ça entre parenthèses. Ouais. Mais en tant qu'acteur politique, vous êtes dans l'opposition. C'est très rare en tout cas de voir des jeunes de l'opposition venir à la télévision. Et vous militez dans la COFEDEC. Oui, c'est ça. Justement. Alors, qu'est-ce que fait exactement la COFEDEC actuellement? Vous savez que nous avons constaté, la COFEDEC, c'est un parti qui est né à l'est de la République démocratique du Congo, par le fait Venant Chipasa. C'est un parti qui est né après les accords de Sun City. Donc, le parti a participé à amener la paix dans ces pays et il y a eu des accords de Sun City et ces accords-là ont fait naître notre constitution. Et curieusement, le pacte républicain obtenu après un long processus a été brisé. Et c'est comme ça que la COFEDEC a dit gardien des valeurs, gardien de la paix à Machariki. Machariki, c'est un mot swahili qui signifie l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons dit non, nous devons être la sentinelle de la République pour dénoncer les complots qui existent, que tout le monde connaît, le complot de balkanisation. Et ce complot de balkanisation est en train d'être matérialisé actuellement par l'abandon de certains territoires, notamment le territoire de Massissi, le territoire de Rutshuru, et une grande partie de Kwamut. Abandon par qui? Abandonné par le pouvoir, notamment la CENI. La CENI elle-même a dit qu'elle ne va pas y organiser les élections. Et elle a motivé cette décision quand même. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, Paul Kagame avait déjà déclaré que dans ces territoires-là, il y a les gens qui parlent le Kinyarwanda. Et ces gens-là qui parlent le Kinyarwanda sont qui, pour lui, sont des Rwandais. Donc pour lui, ce sont des territoires occupés par les Rwandais. Et donc, étant territoire occupé par les Rwandais, y compris le territoire de Kalehe dans la partie nord, il doit récupérer ces territoires-là. Il doit diriger ces territoires-là. Et nous avons accepté, nous disons, ok, comme vous réclamez cela, nous on ne va pas y organiser les élections. Je vous jure et je vous informe que si ces élections ici se tiennent, ça le territoire de Massissi, ça le territoire de Rutshuru, les Rwandais vont y organiser les élections. Alors, les Rwandais d'ailleurs, il y a déjà sa milice. Le Rwanda, il y a déjà sa milice, vous le savez, avec nous, les M23, alliés au Rwanda. Ils sont là-bas. Et d'ailleurs, vous avez suivi, ces mêmes M23 commençaient à sensibiliser les gens, pour les élèves, et les enseignants pour retourner à l'école. Savez-vous quel programme qu'ils vont utiliser? Savez-vous qui va livrer les diplômes? Là, parce que là, nous n'avons plus nos services de sécurité, nos services d'administration n'existent plus. On n'a plus un inspecteur pour l'école primaire ou secondaire là-bas. On n'a aucun service de l'État qui fonctionne dans ces territoires-là. Alors, les services qui vont y fonctionner, ce sont des services rwandais. C'est ce qu'on ne dit pas. Mais ce n'est pas la première fois que le M23 tente de reprendre la main dans le territoire qu'il occupe. Très prochainement, les FARDC pourraient certainement les mettre hors d'état des nuits. Ça fait combien d'années que le M23 les mettre hors d'état des nuits et rendre la souveraineté à l'État dans ces territoires. Mon cher frère, vous devez quitter ces discours là-bas. Et on est en train de nous endormir, mais le plan est là. Et il est en train d'être exécuté. Parce qu'il n'y a aucune volonté que vous, sur terrain, pouvez constater pour dire que non, notre pays ou notre gouvernement a la mission de sauver. Vous avez suivi d'ailleurs à un certain moment. C'est là que je me plais contre les leaders, ou les soi-disant leaders du Kivu, qui, à un certain moment, le grand frère Vital Kamerhe avait dit non en 2009, quand on avait amené les troupes rwandaises sur le sol congolais. Et il avait même démissionné à l'Assemblée nationale comme président. C'est une décision que tout le monde avait encouragée, dont moi-même. Et c'était devenu mon modèle. Mais aujourd'hui, nous avons les troupes rwandaises. Ils sont là-bas officiellement dans le cadre des renseignements
de EAC, nous avons les troupes burundais, nous avons les troupes sud-soudanais, nous avons les troupes, je ne sais pas, Kenya, et bien d'autres troupes qui sont arrivées en violation flagrante de notre constitution. Parce que vous le savez qu'en matière de traités internationaux, il doit y avoir une loi à l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle la loi de ratification. Y a-t-il un débat pour que la RDC intègre l'EAC? Y a-t-il un débat à l'Assemblée nationale? Le débat n'a jamais existé. Y a-t-il une loi à l'Assemblée nationale de ratification? Il n'a jamais existé. Pour que les troupes ougandais, je ne sais pas, rwandais, burundais viennent sur notre sol, y a-t-il un débat à l'Assemblée nationale? C'est parce qu'on veut faire les choses d'une manière opaque. On ne veut pas que le peuple congolais sache les deals. Mais nous, nous le savons. C'est pourquoi nous en parlons. Et en parler comme ça, je vous dis que moi, je suis déjà sous pression. Je suis sous menace. Parce que je suis en train de déballer ce qui était caché. Et c'est comme ça que nous avons dit, Lumumba est mort, il y en a d'autres Lumumba qui sont nés. Et nous allons porter ces débats. Parce que cette terre-là, c'est une terre que nos ancêtres nous ont léguée. Et alors, nous ne pouvons pas les laisser... Vous êtes en train de condamner, de décrier la présence des troupes étrangères en RDC. C'est vrai, les résultats est quand même mitigé, mais tout de même, on a les M23 qui s'est cantonné quelque part, et ce, grâce à cette présence, ou en raison de cette présence quand même. Non, je vous informe, avec la loi sur la réserve armée, oui, les troupes M23 sont partout à l'est de la République démocratique du Congo. Je comprends, ils sont maintenant, je vois pas les liens entre... D'ailleurs, vous avez suivi les Nations Unies alertées qui sont déjà vers le sud Kivu. Ils y sont dans quel sens? Ils sont devenus ce qu'on appelle maintenant les Wazalendo. Qui? Les Wazalendo, là dont on parle, les mots que vous entendez, ce sont les anciens Maï Maï. Ce sont les anciens, il faut appeler anciens, ce sont les M23 qui ont migré vers l'Est. Ils sont en train de recruter maintenant, là dont on parle, dans les territoires de Kabar et mon territoire. Je les ai vus quand j'étais là-bas. La population les a vus et nous a rapporté des informations. Ils sont en train de recruter les jeunes pour dire nous sommes des nationalistes et nous allons défendre la patrie. Et cela s'est fait à l'absence totale de notre État, de notre gouvernement. Et donc, on ne sait pas, ils sont en train de recruter au compte de qui. On ne sait pas, ils sont en train de former au compte de qui. On ne sait pas, ils vont combattre au compte de qui. Ils ont les armes. Ce sont les anciens groupes rebelles, y compris même... Les Wazalendo sont présentés comme une force de résistance, en tout cas, qui sont là contre le M23, non. qui freinent l'avancée des M23. La force de résistance devrait être nous, la jeunesse. Nous qui n'avons pas un casier judiciaire suyé. Parce que quand tu regardes ces groupes là-bas, ces jeunes dont vous parlez, des résistants, mais ce sont hier qui étaient en train de tuer, ce sont hier qui étaient en train de violer, ce sont hier qui étaient en train de commettre des exactions et des crimes contre l'humanité et des violations des droits de l'homme. Par quel mécanisme, en un clin d'œil, ont-ils changé? Hier, ils étaient des démons et qu'aujourd'hui deviennent des saints. Qui les a? Est-ce que notre gouvernement ici, c'est lui qui est en train de les encadrer? Est-ce que c'est notre gouvernement qui est en train de faire ce qu'ils commettent ou ils défendent la patrie? Et donc, non. C'est cette loi-là contre laquelle moi je me plains. Qui d'ailleurs, la loi est en train de faire tuer les PDDRC. Parce que... Attendez, pourquoi vous vous plaignez de cette loi? Pourtant, cette loi va aider la RDC à avoir une vraie réserve armée, comme il y en a partout ailleurs. Ailleurs, c'est d'abord, vous faites la formation militaire obligatoire, c'est en Corée du Sud, je dois prendre cet exemple-là. Alors, avoir une réserve armée nous permet d'avoir des personnes qui vont défendre la nation en cas d'agression, par exemple. Mais oui, nous permet d'avoir des personnes dignes. Pas de maïmaï, pas de rebelles, pas disons, des FDLR. Parce qu'il faut le dire, les FDLR sont arrivés chez nous en 1994, les Hutus. Ils sont entrés dans notre pays, probablement avec leurs armes. Il y avait des militaires qui n'ont pas été désarmés. Ces militaires ont fait les enfants. Ici, chez nous, depuis 1994, je crois peut-être que vous pourriez avoir en 1994, moi j'avais autour de 10 ans. Mais ces jeunes gens qui sont nés ici au Congo, sont-ils devenus, sont restés, ils ne savent pas parler les Machi? Est-ce qu'ils ne savent pas parler les Kirega? Est-ce qu'ils ne savent pas parler les Kinande? Est-ce qu'ils ne savent pas parler d'autres langues locales? Mais oui, parce qu'ils sont nés au Congo. Parce qu'ils vivent avec les gens qui parlent ces langues là-bas. Parce qu'ils n'ont pas la morphologie Tutsi.
Et donc ce sont des gens qu'on appelle généralement les Bantous, qui se sont intégrés. Ils se sont intégrés dans l'armée, ils se sont intégrés dans les groupes armés, et cette cacophonie là-bas devrait être dénichée. Et s'il faut dire la loi, il faut parler de la loi. Cette loi-là dit, les réservistes doivent être des personnes, notamment les jeunes qui finissent l'école secondaire, qui vont faire la formation et qui décident soit de continuer dans l'armée, soit d'aller à l'université. C'est là qu'ils décident d'aller à l'université. Ils sont, on a leur nom. Le jour que l'État congolais aura besoin d'eux, même s'ils sont déjà dans le monde professionnel, on les recrute parce qu'ils ont une formation. Et d'ailleurs, la loi elle-même interdit les anciens groupes rebelles, de faire membre des réservistes. Mais aujourd'hui, on n'a jamais recruté les gens. On n'a jamais recruté les gens qui vont constituer la réserve armée. Mais de quelle manière maintenant ces gens-là sont devenus des réservistes, alors que même on ne les a pas encore recrutés? Qui? Les Wazalendo. Les Wazalendo. On les appelle des réservistes. Ou eux-mêmes s'autoproclament réservistes. Ils s'autoproclament. Alors donc c'est pas le gouvernement. On va revenir vers vous. Ils s'autoproclament, mais notre gouvernement n'a jamais dénoncé. Je veux revenir pour qu'on en parle calmement. On prend d'abord la minute de l'information, la troisième livraison. Nathalie Oko est de retour. Nathalie Oko, bonjour à nouveau. Merci Gaëtan, merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Diplomatie, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu une délégation du Congrès américain conduite par le républicain John James et la démocrate Sarah Jacobs, tous deux membres de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. Les questions de droits de l'homme, de la sécurité et de l'économie pour aider la population congolaise à bénéficier des richesses du pays étaient au centre des discussions. Élection en RDC, la Commission électorale nationale indépendante confirme la convocation des dépôts des candidatures à la présidentielle au 1er septembre de l'année en cours. De plus, la CENI proroge de 5 jours le dépôt et le traitement des dossiers à la députation provinciale et l'élection des conseillers communaux. La cérémonie de restitution et remise solennelle des travaux du comité scientifique de l'Union de la presse du Congo est intervenue ce mardi à Kinshasa. Entre-temps, les probables challengers à la présidence de l'UNPC nationale se disent prêts pour la bataille. À l'exemple de Jean-Marie Kassamba, le président de l'UNPC Kinshasa n'a pas manqué d'exprimer ses ambitions. Au Zimbabwe, près de 6 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce mercredi pour des élections présidentielles, législatives et locales, avec 2 noms qui se démarquent parmi les 11 candidats pour la présidence. Emerson Mnangagwa, candidat à sa propre succession, et le chef de l'opposition Nelson Chamisa, jeune avocat et pasteur. En sport, c'est la rentrée au championnat de la Vodacom Première Ligue avec 3 matchs à l'affiche ce mercredi. À suivre par exemple à Kinshasa, Néophyte, les FC Les Aigles du Congo reçoivent Maniema Union, et à Kolwezi, Simba accordera son hospitalité au tout-puissant Mazembe-Nglebert. Les matchs vont se jouer au stade Dominique Diorand. Merci de nous avoir suivis partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Mais dans l'entretemps, 50 bonjour se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Sur le plateau, nous poursuivons l'échange, la discussion avec Alain Chamavou, acteur politique, membre de la COFEDEC, qui milite contre la balkanisation de la RDC. Nous parlions justement de cette autoproclamation des Wazalendo qui se passent pour des réservistes. Alors pour vous, puisqu'il n'y a pas eu de réaction de la part du gouvernement, c'est comme si on cautionnait ce fait-là qui sont des réservistes. Au-delà de l'absence de la réaction du gouvernement, il y a les actes. Ces Wazalendo sont où? Chez nous, au Sud Kivu, ils sont aux alentours de l'aéroport de Kavumu. Et les autorités sont en train de le voir, mais ne réagissent pas. Et donc, étant là-bas, on ne sait pas pourquoi le gouvernement ne les traque pas. ICCN, c'est l'Institut de conservation de la nature, les avait vus, a écrit au gouvernement
pour dire que non, nous avons constaté qu'il y a des groupes armés aux alentours du parc Kahuzi Biega. Vous savez que le parc Kahuzi Biega est protégé par l'UNESCO, par des instruments qui interdisent tout groupe armé dedans. Pourquoi notre gouvernement ne les a jamais attaqués? Ils sont à moins de 7 km de l'aéroport. Pourquoi notre armée ne sait pas les démanteler là-bas? Mais ils ne sont pas nuisibles. Ils ont été, on les a aperçus dans les marchés, en train de rançonner les gens, la paisible population qui souffre déjà du taux de dollars. Mais tu vois une maman avec un capital de 10 000 dollars, disons 10 000 francs congolais. Mais ces réservistes passent en train de demander 500 francs, 500 francs. Et donc, c'est une complicité du gouvernement. Au-delà de la réaction du gouvernement, il n'y a aucun acte qui a... D'ailleurs, ils sont en train de les vanter. Ils sont en train de dire non, ils se sont bâtis. On a tendance à penser qu'on a remplacé notre armée à l'est de la République démocratique du Congo. Et si vous le voyez même dans les actes, vous allez dire que c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une armée ici à Kinshasa qui est bien habillée, avec une nouvelle tenue. Mais j'étais à Bukavu, je n'ai jamais vu un militaire porter cette tenue. Avons-nous dire que nous avons déjà des sortes d'armées? Une armée bien habillée à Kinshasa qui roule carrosse. C'est nouvellement qu'on a présenté cette tenue au fur et à mesure. Il faut envoyer des vêtements pour que les services, plutôt, pour que les militaires là-bas s'habillent. Non, la logique notre logistique, la logistique de l'armée devait se rassurer les mêmes jours. Parce que vous savez que le domaine de sécurité, c'est un domaine très sensible. Et donc, si aujourd'hui il y a la guerre, vous allez vous imaginer qu'il y aura des troupes. Et ces deux troupes risquent de se battre. Parce que les militaires, il y a des signes qu'on appelle les signes distinctifs. Et parmi les signes distinctifs, il y a la tenue. Et donc, si on a un militaire congolais qui vit à Kinshasa, qui part se battre directement à Goma, il risque de battre ou de tuer son collègue de Goma parce qu'il ne porte pas la même tenue. Et donc, c'est très sensible. Et peut-être même, au-delà de la tenue, il y a d'autres choses que nous ne savons pas dire pour raison de sécurité ici. Mais ces complots là-bas, d'ailleurs, vous êtes en train de suivre, il y a une nouvelle constitution qui est en train d'être proposée par un professeur, malheureusement un historien, qui ne connaît rien du régime juridique, qui ne connaît rien peut-être du droit, mais c'est lui qu'on a choisi. Et quand tu vois ce qu'on a choisi... Le professeur, s'il vous plaît, excusez-moi de vous recadrer un tout petit peu, le professeur Isidore Daouel, c'est un professeur de très grande renommée. En histoire? Historien, mais il peut faire, on fait de l'histoire de droit aussi, ça existe. Non. Moi, je suis avocat de profession. Ça n'exclut pas le fait qu'il peut proposer, il peut faire des propositions pour la rédaction d'une nouvelle constitution. Si ça aurait été peut-être professeur Mbata. Il a peut-être fait avec la collaboration avec le concours d'autres juristes. Qu'est-ce qu'il connaît du régime, d'un régime politique? Ben, on peut le lire n'importe où. Hein. Ah, on peut le lire. Donc, il n'est pas attitré. Il n'est pas attitré. C'est vrai, on peut s'informer. Même vous, même n'étant pas juriste, vous pouvez vous informer. Il faudrait plutôt attaquer la proposition de loi et les défaillances au lieu de s'attaquer à la personne. Voilà, non, j'ai dit ce qu'il a proposé, ce qui est dangereux. Vous savez que nous sommes en train de combattre cette balkanisation et vous venez avec le régionalisme. Ça signifie que vous êtes pour la division. Alors que l'unité, quand on en a parlé à Sun City, c'était que les pays soient unis. Mais vous venez maintenant avec une idée de désunir encore les pays pendant qu'il est déjà désigné. Et donc, vous voulez accentuer cette dose-là de division. En quoi est-ce que cette proposition est régionaliste? En quoi? Non, il propose que chaque région, il doit diviser le pays en 6 régions. Selon sa proposition. Et il préside que chaque région aura un président. Chaque région aura un président. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que ce président là-bas peut s'autoproclamer et dire non, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le droit d'autodétermination du peuple. Et là, on peut faire un référendum. Vous savez déjà, les Katanga, il y a déjà un combat pour les Katanga de ces Excusez-moi, ça pourra faire l'objet peut-être d'une autre émission bien élaborée pour en parler en long et en large. Nous parlons spécialement de la sécurité. Au regard de tout ce que vous avez dit, vous prônez également la levée de l'état de siège. Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez laisser la population à la merci de ces groupes armés? Plus il y a des autorités militaires, plus ça rassure aussi la population. Non, mais la suspension ou la levée de l'état de siège ne veut pas dire la levée des militaires dans la zone. D'ailleurs, avant l'état de siège, et pire, disons,
L'état de siège est venu créer une situation plus difficile qu'avant. Et aujourd'hui, je voulais parler par contre du pillage de nos minerais, notamment l'or. Parce que ça fait question de la sécurité et de l'économie de notre pays. Vous savez qu'en France, la France a commencé à stocker son or depuis 1920, donc un siècle maintenant. Et vous avez suivi Macron. Il a obtenu une autorisation d'aller se photographier. Et la photo circule sur les réseaux sociaux. Où Macron, on l'a pris une photo dans les réserves souterraines de l'or. Parce qu'évidemment, l'or gère le monde actuellement. L'or, c'est l'argent. Nous, les Congolais, n'avons pas l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut se réveiller, les taux de dollars quittent de 2000 à 2200, de 2300, parce que nous n'avons pas une réserve. Et pendant ce temps, pendant que la France est en train de stocker l'or, n'a jamais exporté l'or, pendant que les États-Unis sont en train de stocker l'or au-dessus de la mer, parce qu'il faut protéger l'or, la France, elle, a creusé depuis avec 5 portes. Et une porte pèse autour de 5 tonnes. Et ces 5 portes, les clés sont détenues par 5 personnes différentes. Et donc, vous ne pouvez pas vous réveiller aujourd'hui et aller dans la réserve de l'or de la France ou aller dans la réserve de l'or qu'ils ont commencé à stocker depuis 1700. Au XXIe siècle, où nous sommes aujourd'hui, 21e siècle, nous, Congolais, nous avons signé un contrat d'exportation de l'or. Comme si on en avait déjà assez dans nos réserves, qu'il faut maintenant exporter. Et donc, nous n'avons pas la monnaie. Nous n'avons pas une réserve. Et le peu que nous pouvons avoir, nous voulons l'exporter. C'est ce qu'on appelle le pillage. Le pillage de l'Est. Aujourd'hui, vous avez suivi Primera Gold. Donc, entre guillemets, on ne sait pas les vrais propriétaires. Dans 6 mois seulement, ça c'est leur rapport, ils ont exporté 2 tonnes d'or. Mais qu'est-ce que l'État congolais a gagné? L'État congolais a gagné, selon les accords qui existent, 2%. 2% sur les 100% de l'or exporté. Pendant ce temps, aujourd'hui, dont on parlait, la France, qui a une grande réserve d'or, elle fait penser à nos amis burkinabés, à nos amis du Mali, que même si vous nous chassez dans vos pays, même si c'est du Niger, nous avons déjà récupéré tout l'or que vous détenez. Vous ne viendrez pas ici en France récupérer cet or. Qui a dit ça? Mais c'est le message que Macron a fait passer. J'ai l'impression que vous dites des choses comme ça. Non, mais quand tu vois la photo, pourquoi Macron a voulu prendre cette photo? Mais est-ce que la France a de l'or? Mais l'or que détient la France vient d'où? C'est de l'Afrique. Notamment, ils étaient au Mali, ils étaient au Niger, ils étaient presque dans tous les pays francophones. Et ne pas dire en RDC. Et cet or là-bas, qu'ils détiennent aujourd'hui, qui fait la fierté. Parce qu'aujourd'hui, l'économie, il faut le dire, de la France est stable. Si ça ose chanceler, la France prend un peu de réserve de l'or. Alain Chamavou, on est parti de l'état de siège. Vous avez directement glissé cette question. Donc, c'est pendant l'état de siège. À Gold, je n'ai pas vu le lien a priori. Oui, vous disiez pendant l'état de siège. Oui, c'est pendant l'état de siège que Primera Gold a à Paris. Ah, d'accord, je vois les liens. C'est pendant l'état de siège que Primera Gold a à Paris. Et donc, on a voulu d'abord faire sortir les autorités civiles pour que beaucoup de choses se passent. Pour que le pillage de nos minéraux se passe à ciel ouvert. Là, c'est vous qui le dites, en tout cas. Mais non, on le sait, c'est pas caché. On a connu beaucoup de difficultés pour exploiter en bonne et due forme nos minéraux. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, si on peut avoir un partenariat gagnant-gagnant avec un autre État qui nous donne notamment son expertise, son expérience, et nous, on fait exploiter concomitamment nos minéraux de manière à être tracés à long terme. Où est-ce que vous trouvez le problème là-dedans? Non, mais sur 2 tonnes exportées déjà, on dit que l'État congolais a bénéficié de 2%. Et les 98%, qu'est-ce que les Émirats arabes unis, parce qu'avec eux qu'on a les contrats, ont donné en contrepartie? Pourquoi nous, on ne peut pas avoir 98% et les Émirats arabes avoir 2%? Cette société là-bas qu'on a créée, Primera Gold, elle appartient réellement à qui? À l'État congolais, à un individu,
Si c'est un individu, c'est qui? Alors, si je vous résume, parce qu'on est pratiquement à la fin, l'état des sièges a été mis en place aussi pour des intérêts économiques, pas seulement militaires, c'est ça? Mais évidemment, parce que la guerre est économique. Actuellement, la guerre que nous faisons, elle est économique. Et donc, on ne pouvait pas avoir l'état des sièges sans voir l'aspect économique. Et l'aspect économique, c'est celui-là dont je vais dévoiler. Alors, et donc, moi, comme un citoyen question, congolais, un garçon de l'Est de la République démocratique du Congo, je suis pour la levée de l'état des sièges. Et votre parti je politique? suis pour le retour des civils. Des civils, parce que le retour à l'ordre constitutionnel. Et moi, donc, je suis un défenseur. L'état de siège est un ordre constitutionnel aussi. Un ordre d'exception, mais constitutionnel. Voilà, exception, ça signifie, ça ne devrait pas dire. Et d'ailleurs, la loi a tracé, la Constitution a dit maximum 3 mois. Même si on est allé à 2 ans et tout et tout. Merci. Dans l'illégalité, sans débat, à un certain moment, on commence seulement à multiplier. On a habilité le gouvernement à pouvoir statuer sur ça, à pouvoir le proroger. C'est pas de plaît contre notre Assemblée nationale. Et que s'il y aurait élection, je crois qu'il faut changer carrément cette classe politique qui ne nous sert à rien. Qui ne nous sert à rien parce que des débats nationaux devraient être obligés à être débattus. Et quand nous serons dans cette Assemblée nationale, vous allez voir, les choses vont changer là-bas. Okay. Parce que nous serons intransigeants face au gouvernement. Mais donc vous êtes candidat, ce n'est pas le moment de la campagne. Non, non, je ne suis pas candidat. Vous le savez comment? Pourquoi? Parce que être candidat, c'est cautionner effectivement la balkanisation. Et donc, que ce soit moi, Maître Alain, que ce soit mon parti, il est vrai que je suis candidat, mais pas avec cette CENI qui est en train de cautionner l'irrégularité, qui est en train de cautionner la balkanisation, qui d'ailleurs venait de prendre une décision très dangereuse. On dirait que la CENI fait les élections, c'est devenu une affaire privée de la CENI, où elle décide à taille et à contre-temps, quand il dit qu'elle a appelé les acteurs. Qui sont les acteurs qui ont été consultés pour la modification du calendrier? Parce que le calendrier, là-bas, c'est ce qu'on appelle le pacte entre la CENI et les acteurs qui sont dedans. Merci. Mais vous allez constater que c'est une affaire de l'union sacrée avec la CENI. Merci un conglomérat d'amis. Ils sont en train de s'appeler au téléphone. Là où nous avons des difficultés, là où on ne sait pas avoir des candidats. Là où on ne sait pas avoir des candidats annulés. Là, on a des candidats continuants. Et donc, c'est dangereux. C'est dangereux. Nous le disons d'une manière comme ça, mais c'est très, très dangereux contre la démocratie, la jeune démocratie que nous avons, que nous devons préserver. Je demande au président de la CENI de mettre ses 2 pieds sur terre et de ne pas allumer le feu. Parce qu'il y a déjà le feu qui est là. Il ne faut pas qu'il mette l'allumette. Merci beaucoup Alain Chamavou. Il y a énormément de choses à dire, je le sens. Et je crois qu'il est convenable que vous mettre en face de quelqu'un du pouvoir dans un débat, ce sera peut-être en version croisée. Je vous inviterai volontiers pour que vous veniez faire face à quelqu'un qui pourrait vous recadrer en tout cas. Merci beaucoup. Vous n'avez plus la parole en tout cas. Alors on reste ensemble, on va continuer à parler politique, mais cette fois avec un autre avocat, bien évidemment. Cette fois pour parler du parti politique, l'UNC, qui a tenu son congrès le samedi dernier. Alors, après le congrès, qu'est-ce qui se passe maintenant au sein de ce parti politique? Chideri Ndossa va nous en parler un peu plus. La différence fait à la REP une référence. Nous tenons à remercier une fois de plus à notre autorité de référence de pouvoir doter les équipements bureaux à nos 4 fédérations de la ville-province de Kinshasa. Voilà, le bureau est là, le bureau est installé. En tout cas, c'est un sentiment de joie, un sentiment de réconfort, de voir vraiment que le dirigeant du parti, en tout cas son initiateur, je dis merci. Une fois de plus, quand il dit une chose, un mot et la chose s'accomplit. Je peux te présenter mes hommages à l'initiateur du parti pour cette grande vision et la condition par laquelle il nous a mis de travailler. Il nous a mis dans une condition très impeccable. Travaillons sans contrainte, nous travaillons dans de bonnes conditions.
La matinale se poursuit. J'espère que vous êtes toujours scotchés. Alors, vous faites bien, en tout cas. Merci de votre fidélité. On est encore là. Il nous reste 2 invités. L'autre est déjà là. L'avant-dernier est là, Chideric Ndossa. On va terminer avec de la musique, raison pour laquelle j'insiste. Je vous demande de pouvoir rester là. Chideric Ndossa, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, mais également acteur politique. Bonjour, bienvenue à vous. Merci, M. Gaëtan, pour l'invitation. Ouais. Je précise que je suis avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Je l'ai dit, non? Et porte-parole. Vous reprécisez encore. Voilà. Vous aimez bien ça? Pas du tout. Okay. Je suis porte-parole de tous les mouvements associatifs de l'INC. Donc, je suis cadre de l'INC, communicateur de l'INC. D'accord, d'accord. Donc, cadre communicateur de l'INC. Oui. On va un peu basculer d'un sujet à l'autre, sans passer du coq à l'âne, bien évidemment. On commence par le congrès. Je crois que c'est ce qui est même repris dans notre thématique. Nous avons écrit Vital Kamere, fait profil bas. Voilà. J'étais en train de le relire. Alors, donc, c'était sans surprise, en tout cas, de voir votre parti politique en mini-congrès. Je commence par là. Pourquoi d'abord mini-congrès? Bon, écoutez, il s'agit d'un congrès. Il ne s'agit pas d'un mini-congrès parce que les statuts de l'INC... Mais j'ai cru entendre. Moi, je crois les statuts de l'INC ne prévoient pas le mini-congrès. Il s'agit d'un congrès de l'INC. Mais vous êtes conscient que les médias ont parlé des mini-congrès, non? Écoutez, moi je vous parle comme... quelqu'un de statutaire. Voilà, comme avocat. Oui. Et aussi comme cadre de l'INC. Je ne suis pas journaliste, mais je vous dis que les statuts de l'INC ne prévoient pas d'un mini-congrès. Les statuts nous parlent d'un congrès. Il s'agissait d'un congrès pour désigner notre candidat aux élections de 2023. Et ces candidats... Mais pourquoi on a laissé passer le terme mini-congrès? C'était fait à dessein, non, pour quelque chose? Non, écoutez, moi j'insiste que les statuts de l'INC ne parlent pas des mini-congrès. Les textes qui organisent le fonctionnement de l'INC, qui est mon parti, ne parlent pas de mini-congrès, parlent du congrès. Ce qui s'est passé à Chobez, en Galiema, c'était un congrès. Ces congrès avaient comme objectif, vous le savez, la désignation d'un candidat, de notre candidat aux élections de 2023, notre candidat d'historicité que vous connaissez, qui est, entre autres, le président de la République en place. D'historicité? Ça dit oui, parce que... vous avez fait allégeance, ça veut dire ça ou quoi? Non, écoutez, nous avons une histoire avec le président de la République, avec l'IDPS. Vous le savez que l'honorable Vital Kamere, qui est le chef de file de l'INC, a circi ses ambitions en 2018 pour faire les tandems Fatuvite avec le président de la République en place, et le chef de l'État avait gagné les élections, et que c'est notre allié d'histoire. Alors, nous l'avons désigné parce que nous avions scruté les bilans. Les 5 ans du président de la République, nous avions compris que les bilans sont positifs et que nous avons les rapports, jusqu'à la preuve du contraire, les rapports restent indemnes entre l'IDPS et l'INC, entre l'honorable Vital Kamere et le président de la République. Alors, après avoir scruté le bilan du chef de l'État, les bilans du gouvernement, nous, l'INC, nous sommes participatifs dans ce gouvernement, comme vous le savez, de par notre accord de Nairobi. Il y a l'honorable Vital Kamere qui est vice-premier ministre et ministre de l'économie. Il y a les ministres d'État au budget, Meboji Sangara, qui est... Cet accord vaut toujours? Écoutez, nous ne sommes pas des alliés de circonstances. Nous ne bénéficions pas de la miséricorde politique de la part de l'IDPS. C'est notre allié d'histoire. Quand tous ces petits chop-chopistes étaient contre le président de la République, mais l'INC de l'honorable Vital Kamere avait circi ses ambitions pour soutenir le président de la République. Nous ne sommes pas des alliés qui bénéficient de la miséricorde politique. Nous sommes là dès l'histoire de ces pouvoirs. Alors, voilà. Malgré tout ce qu'on a qualifié de déboire judiciaire entre Vital Kamere et la justice, malgré son arrestation, son acquittement, je dirais fulgurant même, qui a étonné beaucoup de gens, votre relation est restée intacte? Ça ne devait pas étonner les gens parce que, déjà dès le départ, vous le savez, que l'honorable Vital Kamere était tout simplement victime d'un complot des prophètes des malheurs, des gens de mauvais goût, déjà du fait qu'il s'est trouvé dans la techno-sécurité du chef d'État. C'était un dossier monté. Vous avez suivi les dossiers d'IDB.
que même le juge et les avocats de la République étaient en déficit énorme pour vous qualifier l'infraction de détournement. C'est pourquoi vous aviez vu certains avocats dire que c'était un dossier, les gens traitaient ça, les qualifications m'échappent, mais vous avez compris dès le départ, dès le début du dossier, que le dossier était béant, le dossier était vide, et il a été condamné injustement. C'est pourquoi, lorsqu'il subit cette injustice, il avait fait appel. Il a été réhabilité, c'est ça? Réhabilité. Après avoir scruté que le dossier était béant, le dossier était vide. L'honorable Vital Kamerhe ne pouvait pas rester à Makala. Pendant même qu'on a arrêté l'honorable Vital Kamerhe, vous allez d'abord comprendre que nous sommes un parti très discipliné. L'INC n'avait pas victimisé quiconque. L'INC n'avait pas tenu des propos biscornus contre les pouvoirs en place. L'INC est resté poli parce que nous étions au gouvernement et nous continuons à l'être. Notre chef est congolais comme tous les Congolais. Lorsqu'on l'a incriminé injustement, en tout cas, il ne pouvait pas s'en passer. Il est allé directeur de cabinet du chef de l'État, mais il s'est présenté devant la justice. Les juges ont estimé qu'il avait des charges qui émaillaient contre sa personne. En tout cas, il n'a pas échappé. Membre du cabinet du chef de l'État. C'était qu'une parenthèse alors. Il est resté. Chidérik Ndossa, jusqu'à quand? Beaucoup de gens se posent cette question. Vital Kamerhe continuera à faire profil bas. Écoutez, il y a certains secrets que je ne sais pas aussi vous dire ici, que nous restons membres de l'Union sacrée, nous soutenons la position du président de la République parce que le bilan est positif. C'est pourquoi l'INC... À quel prix? À quel prix? Mais à quel prix? Parce que nous étions avec les chefs depuis 2018. Et nous avions compris qu'il a bien travaillé. C'est ça le leitmotiv de notre désignation, de la désignation de l'INC, de désigner Félix Tshisekedi comme président de la République, parce que le bilan est positif. Qu'est-ce qu'on doit faire dans les cas sous examen? Nous attendons, le chef de l'État va gagner les élections en 2023. Après 2023, c'est là où nous allons faire notre prémonition. Mais dans les cas sous examen, nous sommes là, nous soutenons le chef de l'État, de par son bilan, et nous sommes très convaincus, sa désignation n'est pas une désignation vide, et qu'il va battre quiconque sera candidat. Comme c'est une démocratie, il n'est pas interdit à tous ceux qui rêvent à être candidats, mais il est vrai que le bilan de Félix Tshisekedi, en tout cas, nous donne encore de l'homélie à prêcher dans les chefs de la population, parce qu'il va gagner en 2023. Donc il n'y a pas de problème entre l'INC et l'IDPS, il n'y a pas de problème entre l'honorable Vital Kamerhe et le président de la République. L'honorable Vital Kamerhe, comme vous le savez, en dépit arrêté dans des conditions aussi difficiles, il est resté fidèle, loyal au président de la République. Et que c'est logique, ce qui arrive aujourd'hui. On passe à l'autre thématique. Vous êtes là aussi pour nous éclairer sur l'affaire Bukanga Alonso. Le dossier a refait surface plutôt, je voulais dire, à la Cour constitutionnelle. Et l'on assiste à une sorte de plaidoirie télévisée, je précise bien télévisée, sur cette affaire. Des avocats, des professeurs qui prennent parti pour soit Matata Pognon, soit pour la Cour constitutionnelle, en toile de fond, ce revirement de la Cour qui s'était jugée incompétente lors du premier, je dirais, de la première comparution de Matata Pognon. Aujourd'hui, elle estime qu'il y a eu des faits nouveaux qui pourraient lui donner cette possibilité, cette compétence à nouveau. Alors, votre position en tant qu'avocat dans ce grand débat? Bon, je suis en train de suivre certains juristes ici dire que il y a eu déjà des arrêts et que ces arrêts ont un caractère erga omnes opposable à tous, c'est que la Cour constitutionnelle ne pouvait pas se rebiffer. Mais moi, je voulais tout simplement dire à tous ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. La mission de la Cour constitutionnelle n'est pas seulement être juge pénal du président de la République. De l'ancien Premier ministre. Oui, c'est ce que je dis. Okay. Et du Premier ministre ou de l'ancien Premier ministre. Voilà. Ou les juges des lois. Ouais. Mais la mission de la Cour constitutionnelle est aussi de créer des droits. C'est ce que les gens doivent retenir. Lorsque la loi n'a pas prévu une disposition, mais face à une réalité des choses, la Cour a la mission de créer les droits. C'est ça d'ailleurs aussi la mission de la Cour constitutionnelle. Parce que les gens disent qu'on ne peut pas arrêter Matata. Matata devient qui dans ces pays? Lorsqu'on arrête Vital Kamerhe, le directeur du cabinet du chef de l'État, primement aux militaires comme un petit vendeur de pain, amené à Makala, jugé devant la télé,
Écoutez, ce n'est pas de l'aventure. M. Matata doit éviter à nous amener dans les spectacles. Il doit être présent. Si les charges reprochaient à sa personne, que les juges estimaient que le dossier est vide, il sera quitté, c'est quoi sa crainte? Kamel n'a pas été arrêté ici, jugé comme un petit enfant, comme un rien. Est-ce que ça crée un tollé dans les chefs de l'opinion? Mais lorsqu'il s'agit d'un dossier de Boukwanga Lonzo, tous les Congolais avaient porté espoir dans cette affaire de Boukwanga Lonzo. Mais lorsqu'on se rend compte que les bilans après la computation de cette histoire de Boukwanga Lonzo, que la situation est catastrophique, qu'est-ce qu'on doit faire dans les cas sous examen? Donc, dans un pays comme ça, on ne peut pas, lorsque vous aviez géré, en tout cas, il n'y a pas de compte à rendre. Vous voulez quitter comme ça, extra-boucto partir? Non. Moi, j'appelle à M. Matata d'éviter de nous créer des spectacles. C'est un ancien Premier ministre, c'est un sénateur, il doit se présenter devant les juges, il a ses avocats. C'est quoi sa crainte? S'il n'a pas